Pourquoi on voudrait empêcher aux jeunes brillants de prendre la parole pour que la médiocrité ne devienne pas l'étalon de notre société? Et la réaction des gens est tout à fait normale parce que les brillants se sont tus. Les brillants ne parlent plus. Ce qui fait que ceux qui sont brillants, tellement ils ont été opprimés qu'ils ne disent plus rien. Donc, lorsque un se lève et dit quelque chose, on a l'impression qu'il raconte une comédie. Il est en train de raconter quelque chose d'impossible. Donc, du coup, on tire sur lui parce que les autres ont reçu ce genre de balles et ils se sont tués. Moi, je suis celui-là qui a décidé de prendre les balles pour montrer aux autres que c'est possible. Alors, en analysant votre parcours, vous vous voyez au secondaire comme un élève modèle, comme un élève rebelle ou comme un élève ordinaire? Mon parcours secondaire a été en 2 phases. Première phase, élève qui n'était pas particulièrement intéressé par l'école. Ça, c'est la 6e, la 5e, la 4e et la 3e. J'étais à l'école parce que les parents voulaient que j'y sois. Mais mon temps, c'était les jeux vidéo, c'était mes amis. Donc vraiment, en classe, je n'étais rien d'un élève brillant. Donc je passais vraiment... Il y a un morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle 9 forts, qui a été chanté par un artiste qui s'appelle Soji, puis je lui fais un coucou en passant. Donc il y a parfois je passais avec 9 forts, il y a parfois j'avais 10, 11. Donc je n'étais pas particulièrement brillant. Ça c'est la première phase. La deuxième phase, c'est lorsque je m'en vais à l'internat. C'était très violent parce que c'était un environnement qui était difficile pour moi parce que là je me séparais de mes parents, j'allais dans une autre ville et j'étais interné dans un endroit où on ne fait pas ce qu'on veut. Tu étais interné, c'est oui, fort ça. J'étais interné, oui, parce que c'était un peu comme dans un hôpital où tu es malade et puis tu es interné. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu ne vas pas où tu veux, ainsi de suite. Et du coup, là a commencé la deuxième phase parce que là-bas, j'ai compris qu'il fallait absolument que je réussisse parce qu'une année de plus devait être la catastrophe. Donc, en 3e, j'ai commencé à m'améliorer en classe, surtout dans certaines disciplines comme les mathématiques, comme la physique, comme la chimie, dont les mathématiques scientifiques. Et après la 3e, je me suis transformé à nouveau parce qu'en 3e, je sortais avec une fille et elle m'a donné un gourmand, comme on dit souvent en Côte d'Ivoire. Donc, elle m'a barré, on va dire ça comme ça, et ça m'a rendu rebelle. Donc, je commençais à fuir les cours, je voulais lui montrer que je suis un gangster parce que moi, j'étais quelqu'un de timide, calme, posé et tout. Et je me disais que peut-être c'est pour ça qu'elle ne veut pas sortir avec moi. Donc, j'ai commencé à devenir un peu rebelle. Je fuyais les cours, je m'habillais maintenant bizarrement, je m'asseyais toujours au fond. Donc, de la seconde jusqu'en terminale, j'étais devenu un peu plus rebelle et je me concentrais uniquement sur une seule matière, c'était les mathématiques. Donc, le gourmand t'a rendu rebelle et intelligent, ton premier gourmand? Je ne dirais pas intelligent, mais je dirais rebelle. Rebelle, pourquoi? Parce que je me disais qu'elle m'avait barré parce que j'étais très mou. Et je me rendais compte que la personne avec qui elle sortait était quelqu'un d'un peu plus charismatique, qui était toujours dans les ambiances, le show et tout. Et je me suis dit, peut-être c'est ça qui marche. Donc j'ai commencé à modifier mon style vestimentaire, je commençais à manquer les cours. Je voulais vraiment montrer que je suis quelqu'un de charismatique aussi. Je me rappelle un épisode même, en seconde C, j'ai eu l'audace une fois, lors de la correction d'une épreuve de mathématiques, de lever le doigt et de dire à mon enseignante qui était Madame Melele, tous ceux qui ont fait le lycée classique et moderne de Bolova la connaissent certainement à cette époque-là, parce que c'était l'un des rares professeurs de mathématiques qui était une femme. Et je lui ai dit, Madame, l'exercice que vous venez de corriger est faux. Et ça a créé un tollé en classe. Je suis allé au tableau démontrer que c'était faux, malgré le fait que j'avais raison, parce qu'effectivement, j'avais eu à discuter avec les autres enseignants de mathématiques parce qu'on harmonisait les compositions, on avait les mêmes épreuves et les corrections des autres classes correspondaient à ce que je disais. Mais l'audace que j'avais eue m'avait conduit au conseil de discipline. Et j'avais eu d'ailleurs même un blâme par rapport à ça. Donc oui, le gourmand m'avait rendu rebelle, intelligent, je ne pourrais pas réellement dire, mais peut-être ça a contribué à ce que je travaille un peu plus pour montrer que j'ai aussi une valeur et qu'elle n'avait pas le droit de me dire non. Donc, vous nous racontez généralement votre enfance, votre adolescence sous forme de chronique et avec des passages qu'on n'oublie pas. Et justement, je crois par rapport à cet événement avec votre enseignante, vous notiez également dans une de vos sorties récentes que vous corrigiez des épreuves et des livres
des élèves qui étaient dans des classes supérieures. On ne va pas revenir sur la polémique, mais on se dit forcément, si Claudel le dit, c'est qu'il a un message à faire passer. Et s'il fallait retenir quelque chose au-delà du divertissement, au-delà du buzz, de ce qui a été dit, parce qu'on se dit qu'on a quand même en face de soi quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui veut faire passer un message, mais qui ne rend pas le message accessible à tout le monde. S'il fallait maintenant rendre ce message accessible à tout le monde, quel message d'après vous pensiez vouloir passer en disant à Mondovision que vous aviez une longueur d'avance, parce que c'est ce qui a été dit indirectement, que vous aviez une longueur d'avance et que vous sentiez que vous n'étiez pas à votre place peut-être à un niveau supérieur. Quel message vous cherchez à faire passer? Alors, ici, je cherche à faire passer un message en deux temps. Sur le plan purement réel et une sorte de métaphore. Je vais commencer sur le plan réel. L'avantage, lorsqu'on a un parcours comme le mien, ça veut dire un parcours qui est traçable, un parcours où on a des points d'ancrage, un parcours dans lequel il y a des personnes qui ont contribué à ce parcours, qui ont participé. Ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir la véracité des faits ou pas. Donc, quand je dis que j'ai été au lycée classique et moderne de Bolova, je n'étais pas seul au lycée classique et moderne de Bolova. Lorsque je dis que j'ai fait l'internat, il y a des centaines de personnes qui ont fait l'internat avec moi. Lorsque je dis que j'ai fait la troisième, la seconde C, première C, terminale C, j'ai plusieurs camarades qui ont fréquenté avec moi, qui étaient au lycée classique et moderne. Certains sont à l'étranger, d'autres sont ingénieurs aujourd'hui, d'autres sont dans plusieurs secteurs d'activité. Donc quand je me lève et je le dis, ces personnes sont là et ces personnes peuvent dire « j'ai fréquenté avec ce gars et ce qu'il dit, c'est faux ». J'ai fréquenté avec ce gars, il était nul en mathématiques. J'ai fréquenté avec ce gars, non, il raconte des bobards. Je le dis. C'est pour ça que je dis qu'il y a une... Oui, j'en viens. Parce que j'ai dit qu'il y a deux choses à retenir. Il y a une partie réelle pour dire que ce que je dis, c'est une véracité de ce qui s'est produit. Lorsque j'étais au secondaire, j'étais très brillant en mathématiques. Tous mes enseignants de mathématiques peuvent le témoigner. Maintenant, si je prends M. Eboutou, qui était mon enseignant en troisième, Mme Melele, mon enseignante en seconde C, M. Ebalé, qui était mon enseignant en première C, ou alors M. Manga, qui était mon enseignant en terminale C, si vous rencontrez ces enseignants aujourd'hui qui sont tous vivants, vous leur demandez, ou vous leur dites mon nom, ils vont retenir mon nom, ils vont vous dire qui j'étais et ce que je faisais. Tous ceux qui étaient à l'internat savaient ce que je faisais parce qu'on étudiait tous ensemble. Donc, c'est pour faire comprendre qu'il y a du réel dans ce que je dis. Je ne parle pas de quelque chose parce que c'est une vidéo et je vais animer la galerie. Maintenant, quel est le message que je veux faire passer de manière beaucoup plus globale au-delà des notes ou alors des compositions en classe? C'est de faire comprendre que la compétence n'a pas d'âge. On peut avoir un enfant qui est brillant, qui enseigne ses aînés. On peut avoir un jeune qui a 2 ans d'expérience dans un domaine et qui enseigne ceux qui ont 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur qu'eux. Ça ne veut pas dire qu'il connaît tout. Mais pourquoi faire passer ce message dans un contexte où il est difficile pour un jeune d'enseigner aux vieux? Pourquoi aller contre ces standards qui semblent être fixés par la société? Pourquoi prêter le flanc pour prendre des flèches? Parce que vous imaginez bien évidemment qu'en faisant une sortie pareille, vous imaginez tous ceux qui seraient contre vous et qui diraient pourquoi. Est-ce que dans le fond ce n'est pas juste du divertissement? Il fait perdre le temps à la jeunesse pour rester dans des discussions qui dans le fond ne les aident pas à avancer. Je prends ce risque parce que beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus brillantes que moi en souffrent chaque jour et meurent en silence. Moi, je connais des personnes extrêmement brillantes qui ne sont pas capables d'assister à une émission comme celle-ci. Ça veut dire que toutes les questions que vous allez leur poser dans leur domaine, elles maîtrisent totalement. Mais elles ne sont pas capables de se placer devant une caméra et d'expliquer ce qu'elles font depuis 20 ans. Et pourquoi est-ce que ces personnes n'arrivent pas à le faire? Ces personnes n'arrivent pas à le faire à cause du regard des autres, à cause du jugement des autres. Parce qu'elles ont eu à essayer 1 fois, 2 fois, et
le retour des autres a été tellement négatif parce que lorsque vous êtes très pointu dans un domaine, ça veut dire que vous commencez à être dans une catégorie de personnes élitistes. Ça veut dire quoi? Moi, par exemple, j'ai fait la fac de médecine. C'est pas pour rien que ces volumineux livres sont devant nous. Ça, c'est quelques livres qu'un étudiant en médecine doit lire entièrement parmi 50 autres, peut-être par an, pour essayer d'avoir le niveau minimum. Moi, quand j'étais en fac de médecine, moi, j'avais des collègues qui faisaient première année, deuxième année, qui nous enseignaient la physiologie, nous qui étions en sixième année, qui nous enseignaient l'anatomie. Moi, j'avais des collègues qui faisaient quatrième année, qui, lorsqu'ils parlaient de physiopathologie, moi qui étais en septième année, je m'asseyais et je notais. Ils étaient plus petits que moi, j'étais à un niveau plus élevé, j'étais un senior, eux, ils étaient les mineurs. Mais tu sentais qu'ils maîtrisaient ce dont ils parlaient. Mais sauf que le problème qui se pose, c'est que comme ils sont jeunes, et comme il y a des personnes plus âgées et plus expérimentées, ces personnes les oppressent au quotidien en leur faisant comprendre « vous n'avez pas le droit à la parole, vous êtes encore petit, vous n'avez pas encore d'expérience, vous ne connaissez pas encore la vie, taisez-vous, c'est nous qui devons parler ». Moi, je dis non. Parce qu'aujourd'hui, l'expertise, ce n'est pas en fonction du nombre d'années. Je vais prendre un autre exemple pour pouvoir mieux expliquer ce que je suis en train de dire. Certainement, vous avez déjà assisté à un mariage. Quand vous partez à un mariage, vous allez souvent vous rendre compte qu'il y a des photographes à l'entrée qui prennent des photos, qui impriment les photos et qui vendent des photos à 500 francs, 1000 francs, 2000 francs. Vous allez parfois voir des messieurs qui font des photos comme ça depuis 20 ans, depuis 30 ans. Et quand vous regardez la qualité de leurs photos, c'est médiocre par rapport à certains photographes qui ont commencé la photo il y a de cela 1 an, il y a de cela 2 ans. Mais lorsqu'on va les présenter, on va leur dire, voilà un photographe qui a 30 ans d'expérience, qui a 20 ans d'expérience. Mais en réalité, ce nombre d'années n'est pas important si on ne se met pas à jour. Ce nombre d'années n'est pas important si au quotidien, tu n'essayes pas d'améliorer ce que tu fais. Pourquoi on voudrait empêcher aux jeunes brillants de prendre la parole pour que la médiocrité ne devienne pas l'étalon de notre société? Et la réaction des gens est tout à fait normale parce que les brillants se sont tus. Les brillants ne parlent plus. Ce qui fait que ceux qui sont brillants, tellement ils ont été opprimés qu'ils ne disent plus rien. Donc lorsque un se lève et dit quelque chose, on a l'impression qu'il raconte une comédie. Il est en train de raconter quelque chose d'impossible. Donc du coup, on tire sur lui parce que les autres ont reçu ce genre de balles et ils se sont tués. Moi, je suis celui-là qui a décidé de prendre les balles pour montrer aux autres que c'est possible. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.